Donc là, nous allons repartir en arrière dans l'histoire pour revenir à cette époque qui a déjà été évoquée par nos intervenants, à savoir l'époque de la Révolution et de l'Empire. Alors, merci à l'ensemble des chevilles ouvrières de ce trinôme pour leur invitation. Peut-être une pensée plus particulière pour mon collègue Didier Lavrut qui fait son devoir en ce moment même devant ses élèves. Difficile challenge à relever que de discuter après vous, mon général, avec des cas très concrets, avec évidemment toute la difficulté du monde actuel, mais aussi après les débats de ce matin sur les transformations de l'école, et là aussi des enjeux ô combien difficiles à relever. Ce qui m'amène finalement à peut-être introduire mon sujet avec l'idée suivante, c'est qu'on oublie parfois que dans les périodes précédentes, des défis immenses ont été à relever aussi. Et la période de la Révolution et de l'Empire, c'est par définition une période dans laquelle l'avenir était parfaitement incertain, dans laquelle on se posait beaucoup de questions sur les valeurs, et comme je ne peux pas me placer, le combat est trop inégal, il est asymétrique pour le coup, sur la question de l'anthropologie et du récit du combat. Alors, j'aurais pu faire du Bonaparte, la campagne d'Italie, là, à midi, sur les estomacs, ça aurait sans doute marché. Mais je vais faire ce que je sais le mieux faire, sans doute, c'est-à-dire de l'académisme. Et donc, je vais revenir à la question des concepts autour, et le sujet, moi aussi, m'a été imposé, des trois éléments du titre, armée, citoyenneté, civisme. Alors évidemment, ce qui caractérise la période de la Révolution française, c'est qu'on rentre dans une période où l'exercice légitime de la violence, et thème fondamental dans la pensée de Weber, comme appartenant à l'État, appartient désormais non pas à l'État, où on va revenir sur ce qu'est l'État, mais à la nation, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens, alors masculins à l'époque, mais les circonstances historiques sont ce qu'elles sont. Malgré tout, on entre dans une période où citoyenneté et armée sont liées de façon beaucoup plus forte que précédemment. Deuxième idée que je voudrais rappeler en introduction, c'est que la citoyenneté n'est pas séparée de devoirs. Et pendant très longtemps, après la Révolution, l'un des devoirs fondamentaux, sur lequel je vais revenir évidemment, c'est le service militaire ou le service national, jusqu'à ce qu'il soit suspendu en 1997. Troisième élément dans ma présentation, troisième élément du titre, c'est la question du civisme. Le civisme, finalement, c'est quoi ? C'est l'idée que se fait le citoyen qu'il a des devoirs, non pas des devoirs comme on a comme simple personne dans la vie privée, c'est-à-dire d'être poli, d'avoir des éléments de civilité avec ses voisins, mais d'avoir des devoirs vis-à-vis de la communauté, et en l'occurrence la communauté nationale, ce qui est évidemment une dimension tout à fait différente. Tous ces éléments-là sont pensés, réfléchis au moment de la Révolution et vont marquer évidemment l'histoire de notre pays. Excusez-moi. À la fois donc sur le plan intellectuel, la réflexion qui est menée, mais aussi l'expérience de cette période, et l'expérience, elle relève en partie de la continuité qui sera faite sous l'Empire, puisque les armées seront une vitrine de ce régime, et donc en permanence également un laboratoire, idée sur laquelle je reviendrai. Ce laboratoire, pour en dire deux mots tout de suite, c'est le laboratoire de comment est-ce que dans la nouvelle conception de l'État, on construit une méritocratie. Comment, dans cette nouvelle conception de l'État, on recompose, on fusionne des éléments, des strates sociales qui étaient extrêmement fragmentées, extrêmement hiérarchisées au temps de l'Ancien Régime. Donc c'est autour de ces notions-là que je vous propose d'articuler ma réflexion avec un premier point sur l'armée nouvelle, parce qu'il va falloir former une armée nouvelle, comme étant la fondation des valeurs de la nation. Le premier point, c'est l'armée, justement, comme miroir de la nouvelle société telle qu'elle est repensée, telle qu'elle est réarticulée à partir de 1789. Finalement, il n'y a pas de miroir plus représentatif de la société d'Ancien Régime que l'armée.
avec des colonels propriétaires de leur régiment, avec un corps des officiers supérieurs qui est très largement réservé à la noblesse, certes ouvert à des roturiers, mais avec cet esprit qu'ils accéderont par cet outil, justement, à la noblesse. La répartition tripartite, très ancienne, de la société d'Ancien Régime, repose jusqu'en 89, malgré tout, au moins dans les représentations, sur l'idée que le chevalier qui échappe à l'impôt, et c'est que c'est un problème en 89, il échappe à l'impôt parce qu'il verse l'impôt du sang. Et cette valeur-là, est une des valeurs sur lesquelles la société se réinterroge en 1789. Alors elle se réinterroge très vite, parce que le 4 août, les privilèges sont abolis, et qu'on entre justement dans une période d'incertitude où il va falloir recomposer le corps social, où il va falloir créer de nouvelles hiérarchies. Comment, sur quel modèle, et avec quelle place pour celui qu'on appelle le citoyen. Alors, ces éléments-là, ils se juxtaposent à des choses très concrètes, préparer la nouvelle armée du pays. Et en décembre 1789, vous avez à l'Assemblée nationale un grand débat qui s'ouvre sur la façon dont on va construire la nouvelle armée. Ça va durer toute l'année 1790, année qui, je vous rappelle, est marquée par la déclaration de paix au monde faite par la Révolution. Ça veut dire qu'on réfléchit à l'armée, non pas dans un contexte de menace, non pas dans un contexte d'efficacité opérationnelle, mais vraiment dans un contexte de réflexion sur ce qu'est la société, sur ce qu'est la citoyenneté. Alors, vous avez de longs débats. L'idée principale qui s'impose, c'est celle de faire de la nation, du creuset national, la base de la nouvelle politique de recrutement militaire. Mais en ayant dit ça, je n'ai en fait rien dit, puisqu'il y a plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est que le citoyen ? Au début de la Révolution, ça peut être un citoyen actif. Vous savez, on rentre dans un régime de suffrage censitaire. Ou est-ce que c'est y compris les citoyens passifs ? Est-ce que le citoyen va être un citoyen soldat ? Ce qui est une idée très présente dans l'ensemble de la réflexion militaire de la fin du XVIIIe. Guibert, par exemple, réfléchit à ces domaines-là. Un autre penseur qui s'appelle Servan parle justement du soldat citoyen. Ce modèle-là s'impose en 1790-91, c'est-à-dire que l'armée nouvelle, c'est une armée où fondamentalement ce qu'on demande à la personne qui la rejoint, c'est d'être un soldat. Il est citoyen simplement dans la dimension de « j'adhère aux idées nouvelles ». Il n'est pas citoyen dans le sens qu'on donne, nous, à ce terme aujourd'hui, c'est-à-dire notamment sur la question du suffrage. Alors évidemment, vous avez des voix isolées comme Dubois-Crancé qui, elle, considèrent qu'au contraire, je vous ai mis la citation, considère qu'il faut rentrer dans cette idée que la citoyenneté et le service militaire sont deux choses liées, avec en arrière-plan l'un des fondamentaux pour la réflexion des acteurs de la Révolution, qui est le rousseauisme, autour du principe de la volonté générale. Et si l'armée nouvelle repose, si l'exercice légitime de la violence repose sur la souveraineté populaire, c'est parce que cette souveraineté populaire est la représentation de la volonté générale telle que l'avait décrite Rousseau quelques décennies plus tôt. Cet usage de la force, qui relève donc, là tout le monde est d'accord, sur la nation, elle peut s'imposer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je vous ai dit finalement, à l'extérieur, on n'est pas encore au stade du soldat citoyen. En revanche, à l'intérieur, on rentre très vite sur ce modèle, sous la force des événements. Et là, vous retrouvez l'impondérable de la gestion d'une période compliquée, notamment des émeutes de l'été 1789, du 14 juillet, et de la constitution de cette garde nationale sous le poids des émeutiers. Or, quand on l'organise, on revient malgré tout à la question, mais qu'est-ce que c'est que l'État ? Et la garde nationale n'est pas confiée à l'autorité du roi, mais à l'autorité des municipalités, avec justement cette idée que les municipalités représentent mieux la souveraineté populaire que le roi. Donc on voit à l'intérieur un premier glissement
vers ce qu'est la nation en armes. Mais on reste sur un modèle qui est un modèle intérieur, alors avec une organisation qui relève aujourd'hui de ce qu'on pense être la nation, c'est-à-dire finalement la disparition d'un côté des Angevins, des Bretons, etc. C'est l'idée des fédérations. Quand on forme ces gardes nationales par fédération, elles proclament, et ça sera évidemment l'événement de 1790, qu'elles appartiennent à un empire. Alors l'expression n'a pas le même sens là aussi qu'aujourd'hui, un empire commun, que nous on appelle la nation tout simplement, et c'est la fête de la fédération de 1790. Or, on a là évidemment la première traduction, et on voit bien à quel point c'est articulé à la question de l'armée et de qui on met dans l'armée, première traduction de ce qui va devenir la fête nationale, donc évidemment un élément fondateur du civisme pour la communauté. Cette garde nationale, elle se transforme très largement, je passe assez vite, on se pose la question sur le citoyen actif, passif, bon, peu importe. La seule chose qui compte, c'est qu'elle a comme principale mission de préserver les acquis de 1789, et très rapidement les acquis de 1789. C'est évidemment ce à quoi on pense tous, la liberté, l'égalité, etc. Mais c'est aussi, à ce moment-là, la propriété. Ça fait toujours partie, je vous rappelle, des fondamentaux, notamment par la Déclaration des droits de l'homme. Or, qui dit par exemple propriété, dit évidemment stabilité de la société. Et on retrouve là une autre dimension qui, sous le poids de l'évolution de la Révolution, devient un élément de la problématique. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen ? En quoi l'armée joue un rôle dans la formation, justement, du citoyen ? Alors, très rapidement, on va avancer vers l'idée d'une armée nationale, cette fois-ci. Sauf que là, les débats sont complètement biaisés. Parce qu'au moment où on arrive à ce débat, où on a franchi cette question à travers la garde nationale, mais pas encore vers l'armée en tant que telle, eh bien on rentre dans la période des turbulences internationales, du poids de la menace extérieure, et le poids de la menace extérieure, il ramène aux réalités du combat, c'est-à-dire comment être le plus opérationnel possible face à cette menace. Et là, vous avez tout un tas de biais qui s'installent. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pour insister sur le fait qu'on a souvent tendance à penser que la Révolution, voilà, elle pense les choses in abstracto, c'est l'esprit des Lumières. Il y a aussi, évidemment, le poids des événements, le poids du pragmatisme. Et comme aujourd'hui, les acteurs de la Révolution, confrontés à une situation difficile, articulent ce qui relève de leur pensée théorique, mais aussi de ce qui relève, évidemment, du contexte international auquel ils sont confrontés. Et l'idée qui se met en place à partir de 1792, c'est à la fois de trouver des hommes, tout bêtement. Et donc on va lever d'abord des volontaires, puis on va multiplier les levées de volontaires. On va aussi rapprocher la garde nationale de l'armée. Et on va rentrer dans ce phénomène de l'amalgame, de la fusion de ce qu'était la garde nationale avec ce qui était l'armée, encore très largement issue de l'Ancien Régime. Et donc là, par une situation qui est une situation simplement de circonstance, on rentre dans l'armée qui est un creuset de corps sociaux qui jusque-là se regardaient plutôt en chien de faïence, si vous me permettez cette expression. Et puis arrive le moment 1793, évidemment, avec la fin de l'année 1792, avec des volontaires qui, je vous rappelle, ont d'abord marché sur Paris, fait le 10 août, l'épisode de la Marseillaise, bon, je passe très vite sur ces événements, et qui vont remporter, et là aussi c'est le poids des événements, de façon un peu inattendue finalement, des victoires contre des armées professionnelles qui sont celles des monarchies qui leur sont opposées. Cette période s'accompagne toujours des levées, et notamment de la levée en masse de février 93, la Convention qui lève tout à coup 300 000 hommes supplémentaires pour répondre aux besoins de la menace. Et là, on bascule une nouvelle fois sous le poids des événements vers quelque chose qui concerne tous les citoyens. Alors par ailleurs, la question du citoyen actif et passif, elle est tombée, puisque le 10 août a transformé institutionnellement le cours de la Révolution, et on rentre dans quelque chose qui n'est pas énoncé,
mais qui dans les faits est déjà concret, c'est le phénomène de conscription. Tous les jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux à partir du moment où ils sont soit célibataires, soit veufs sans enfants. Vous avez une nouvelle levée en août 1793 et on va changer aussi le mode d'organisation de ce recrutement. Recruter au niveau communal devient trop compliqué, puisqu'on est vraiment dans un phénomène de centralisation de la décision, et on fait remonter cette organisation au niveau de l'État. Et là, finalement, on a l'achèvement du processus de transformation qui nous amène à l'armée nouvelle, dans laquelle on a cette fois-ci une relation directe entre être citoyen et être un défenseur de la patrie. Alors, on a évidemment une image très mythifiée du soldat de l'an 2, de ces volontaires qui auraient eu un élan unanime pour aller combattre. Je vous rappelle, je vous fais l'injure de vous rappeler que, si je vais à l'envers, ça ne va pas marcher évidemment, que les choses sont évidemment toujours plus compliquées, notamment parce que la question de la nation, elle a été pensée sur le plan théorique par les Lumières, elle a été organisée face au poids des événements. Mais il y a toujours un dernier élément. Est-ce qu'elle est intériorisée? Est-ce qu'elle est comprise par la population, par les citoyens en l'occurrence? Or, la question de ce qu'est le cadre commun, la nation, pour le paysan qui n'a la plupart du temps pas dépassé les 30 lieues aux environs de son domicile, le cadre de vie et le cadre de communauté, c'est le pays, au sens du petit pays. Et c'est le phénomène, évidemment, du soulèvement vendéen qui s'explique par cette résistance à une autorité qui est venue de l'extérieur, peu importe qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit d'une autre nature. C'est d'abord une résistance à une chaîne hiérarchique dans laquelle on ne se reconnaît pas. Dernier élément de réflexion sur lequel je voudrais m'attarder dans cette partie-là, c'est qu'est-ce que c'est que l'armée et comment elle s'articule finalement avec le pouvoir politique. On est là dans un moment où on voit une opposition entre des ruraux qui ont du mal à comprendre ces transformations et puis une partie des classes urbaines, notamment les fameux sans-culottes, qui eux sont au contraire dans une idéologisation très forte de cette transformation de ce qu'est à la fois la nation et de ce que sont les armées. Or, la Convention, elle joue de ce phénomène, parce qu'elle a des besoins. Elle demande, par exemple, aux gens, et ça va être très largement des sans-culottes ou des élites du monde de l'artisanat, etc., donc en milieu urbain qui vont faire ça, de récolter dans leur cave du salpêtre, de participer à la fabrication des poudres, etc. Donc on a une vraie mobilisation. Mais est-ce que ça veut dire que l'ensemble des citoyens, sans le cadre institutionnel, peuvent prendre les armes? Quel est finalement le canal par lequel se fait la décision, l'organisation et l'envoi des troupes? Alors il y a tout un tas de réflexions qui se font. D'abord à l'intérieur de l'armée, qui est-ce qui commande? Et le choix premier dans cette ambiance de 1792-93, c'est on va élire nos officiers. D'accord? C'est un élan par le bas, avec tout un tas de problématiques qui vont évidemment apparaître dans les années suivantes sur est-ce que finalement c'est pas le farouche guerrier, la tête brûlée qui l'emporte dans ces élections, plutôt que celui qui est un peu plus replié sur lui-même, un peu plus réfléchi, mais qui finalement a peut-être une réflexion tactique ou voire stratégique plus adaptée aux circonstances. Deuxième élément, cette fois-ci à l'extérieur de l'armée, et c'est la question des sans-culottes, qu'est-ce que c'est que la nation par rapport à l'État? Le devoir de défense, il est plus ou moins institutionnalisé par le jeu de la levée en masse. Mais pour autant, la force publique, elle s'exerce toujours à travers la garde nationale, elle s'exerce au niveau municipal avec tout un tas de forces qu'on qualifierait aujourd'hui de para-étatiques. Et les sans-culottes en viennent à réclamer finalement que l'armement du peuple se fasse par les sections, se fasse lui aussi par le bas, et non pas par le haut, c'est-à-dire par la machine institutionnelle. Et donc on a là une tension entre qui détient l'autorité de façon concrète. Sur le plan théorique, tout le monde est d'accord, c'est la nation.
Mais sur le plan concret, la nation, c'est qui? C'est le peuple qui est en armes, qui est dans la rue, ou c'est la Convention et ses difficultés à apparaître comme un acteur représentatif. Et vous avez tout un tas de phénomènes qui montrent ces tensions. La première, c'est évidemment ce peuple en armes qui s'en prend à celui qui est censé être son représentant à travers toute une série d'événements révolutionnaires, dont la fameuse tête du député Ferraud qui a été agitée devant Boissy-d'Anglin pour lui faire comprendre que la souveraineté, c'est d'abord celle du peuple, et ce n'est pas celle de ses représentants. Et puis, de cette réflexion sur comment on fait finalement pour articuler le peuple et ses représentants, va naître petit à petit, sous l'action justement de la Convention, un glissement vers l'institutionnalisation des décideurs au sein de ce peuple. Et on va amener un certain nombre de chefs sans culottes à intégrer l'armée, alors avec des qualités militaires catastrophiques, mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment d'apaiser cette situation de tension. L'un des plus célèbres, c'est le brasseur Santerre, qui avait participé aux événements de la Bastille, puis à quasiment toutes les journées révolutionnaires qui suivent, et qu'on envoie avec les armées combattre justement les Vendéens auxquels j'ai fait allusion juste avant. Dernier élément de réflexion, qu'est-ce que c'est que la communauté nationale? Parce qu'évidemment, la nation, en 1789, c'est d'abord l'idée des valeurs nouvelles, avec tout un tas d'Européens qui expriment leur adhésion à ce nouveau discours, qui viennent rejoindre le Paris révolutionnaire. Et donc, se pose la question de la nation. C'est ceux qui adhèrent, et alors, je reviendrai en conclusion évidemment sur cette dimension-là, c'est ceux qui adhèrent aux valeurs de 1789, ou est-ce que c'est ceux, notion qui est encore très floue, qui sont français par ce que nous on appelle aujourd'hui la nationalité. Et ce débat, il est faussé. Il est faussé par la question de ceux qui sont des régiments étrangers, c'est-à-dire mercenaires d'Ancien Régime. Et parce qu'ils sont vus à travers cette perception-là, on dissout les régiments étrangers, mais ça impose dans un premier temps un flou justement sur qu'est-ce que c'est que la nation. Est-ce que c'est l'ethnos qui l'emporte ou est-ce que c'est le démos? Alors, tous ces éléments sont en réflexion, mais avec une institutionnalisation progressive qui va s'achever évidemment par la loi sur la conscription, la loi Jourdan, et on rentre dans une deuxième période de la loi Jourdan à la Grande Armée, avec cette fois-ci des armées de conscrits. On a franchi définitivement le pas. La loi Jourdan, donc, c'est l'institutionnalisation de la conscription. Alors, je vous rappelle que, évidemment, ça concerne les jeunes hommes entre 18 et 25 ans. Cette loi, elle permet à Jourdan de présenter d'autres éléments de réflexion. Premier élément de réflexion, comment faire de l'armée un creuset du civisme, c'est-à-dire vraiment de faire intérioriser à la population ce qu'est l'adhésion aux valeurs de 1789. Et là, on va, alors pour le coup, c'est sans doute une mauvaise autorité, c'est un élément qui a été abordé tout à l'heure, mais on va faire le choix du système coercitif, c'est-à-dire que ceux qui refusent d'aller dans ce creuset où ils vont recevoir un certain nombre de valeurs seront privés de leurs droits de citoyens. On a évidemment une décision qui s'impose par le haut, on est en même temps au XVIIIe, c'est relativement peu étonnant. Deuxième élément de réflexion, est-ce que l'armée, alors qu'on est dans la construction d'un système théorique, est-ce que l'armée, telle qu'on la veut, ne peut répondre qu'aux valeurs que l'on veut construire? Ou est-ce qu'il faut aussi, malgré tout, tenir compte des réalités, alors non plus de menaces extérieures, mais les réalités économiques et sociales qui sont celles du pays à ce moment-là? Et il y a deux éléments que Jourdan met en avant. Premier point, il faut limiter le temps du service de façon à ne pas avoir une séparation trop longue entre le citoyen dans sa vie civile et le citoyen dans sa vie militaire. Et ça veut dire que dès ce moment-là, finalement, alors qu'on est dans un système de conscription, on se pose la question du lien armée-nation. Comment ne pas rompre le lien entre armée et nation? Aujourd'hui, avec la fin de la conscription, c'est un thème qui a rejailli
en fait, il n'est pas uniquement lié au phénomène de conscription ou pas conscription, mais plus globalement à une réflexion sur la place des armées dans l'espace national. Et deuxième élément associé à celui-ci, toujours pour ne pas rompre la question armée-nation, c'est dans la levée des hommes tenir compte des besoins agricoles ou industriels de telle ou telle région. Donc on a une vraie prise en compte de réalité de terrain. Alors prise en compte, évidemment, et là c'est l'amateur de l'épopée napoléonienne qui parle, donc il parle sans remords. Évidemment, la conscription va prendre un tournant tout à fait différent à la faveur de l'épisode napoléonien. Jusqu'en 1808, on reste sur une conscription que je serais tenté de qualifier de tolérable par l'opinion, avec, en 1803, un premier élément qui, malgré tout, crée des fractions. C'est la question du tirage au sort, puis du rachat éventuel de l'envoi aux armées pour ceux qui en ont les moyens de se payer un remplaçant. Deuxième élément, c'est évidemment l'inflation croissante de ces appels de conscrits. Bon, jusqu'en 1808, ça va. 1808, c'est évidemment l'entrée de la Grande Armée dans l'Espagne. Et cette Espagne qui va dévorer la première, cette grande armée, qui ne rendra pas les soldats à Napoléon. Et donc, à partir de 1808, on accélère, 80 000 hommes levés sur une classe d'âge, rappel de 20 000 hommes supplémentaires, et puis on rentre dans un cercle vicieux qui nous amène évidemment à 1813, les fameux Marie-Louise, et des levées là extrêmement lourdes, 280 000 conscrits en 1813, rappelés sous les drapeaux. Et là, on voit bien qu'il y a toujours cette question d'équilibre à trouver entre le moment de la défense de la patrie, encore que là, on pourrait discuter de l'aspect de défense de la patrie, mais peu importe, en tout cas d'appel sous les drapeaux, et la dimension des réalités économiques et sociales dans un contexte donné. Dernier élément sur ce contexte, justement, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est à nouveau que la nation. Parce que la France de 1813, c'est plus celle de Jourdan. C'est une France à 130 départements, elle va de Rome à Hambourg. Et finalement, quel est l'équilibre là-dedans entre les Français d'avant 1792, les frontières de 1792, et quel est le poids des autres? Ce qu'on s'aperçoit, et c'est assez frappant sur cette transformation de la période révolutionnaire, c'est qu'il n'y a pas plus de résistance dans les nouveaux départements intégrés que dans les anciens départements de la France d'avant 1789. Donc on voit bien que c'est un contexte social qui explique la réticence à la conscription et non pas une adhésion par rapport à cet État qui est la grande nation qui a pris une taille démesurée. Alors troisième point rapide, justement sur le soldat citoyen, avec une période qui est devenue une période évidemment matricielle, et donc avec toute une série de représentations qu'on se fait. Et je voudrais revenir sur les discours, mais les discours de l'époque, sur ce soldat citoyen, les représentations qu'on s'en fait à l'époque, et évidemment les réalités de ce qu'est le lien entre l'armée et la nation entre 1798 et 1815. Avec un premier point, évidemment, l'armée, puisque c'était pensé comme ça dès le début, comme vitrine de la nouvelle organisation sociale, élément qui est très fortement développé dans le discours napoléonien. Premier point là-dessus, Napoléon a une véritable volonté de réorganiser la société, à la fois parce qu'il est l'héritier de 1789 et qu'il sait que la société s'est transformée depuis 1789, mais en même temps, je vous rappelle aussi, parce qu'il est l'homme du coup d'État de 1799 et qu'il souhaite mettre fin à l'instabilité qui a marqué l'épisode révolutionnaire. Et il va faire de l'armée la vitrine, la représentation de la façon dont il conçoit la nouvelle société française. Alors, comment il la conçoit ? C'est une société qui est issue des valeurs de 1789, qui est donc une société méritocratique. Et là, vous avez toute une série d'éléments chez Napoléon qui insistent sur cette dimension de la méritocratie républicaine, mais au sens de res publica. Et c'est en même temps une société qui doit être hiérarchisée. Hiérarchisée non pas par le droit, mais hiérarchisée par l'organisation simplement sociale.
d'où toute une série d'éléments symboliques, rétablissement d'une noblesse d'empire, mais avec un rapport à la filiation qui est différent de ce qui était sous l'Ancien Régime, recréation de la décoration de maréchal, pour marquer le stade ultime de la méritocratie par les armes, et c'est évidemment la mise en valeur des ascensions fulgurantes de la Révolution française, à la fois dans leur version évidemment martiale, mais aussi dans leur dimension familiale. Et le maréchal Lefebvre, ou plutôt Madame la maréchale Lefebvre, Madame Sans-Gêne, fameuse poissonnière selon la mythologie, est l'une de ces incarnations de cette méritocratie qui s'enracine dans la société napoléonienne. Puis vous avez évidemment le fils d'aubergiste, Joachim Murat, qui est élevé sur une des couronnes de cette Europe post-révolutionnaire. Mais la réalité, c'est évidemment que Napoléon doit travailler, parce que ça, ce sont des exemples qui ne peuvent rester que ponctuels. À l'échelle du dessous, où se joue vraiment la transformation sociale, vous avez toute une série d'événements. Le camp de Boulogne en 1805, c'est sans doute l'un des plus beaux exemples de la part de Napoléon, où il va fusionner l'armée du Rhin, où vous avez en fait une tradition aristocratique qui était restée très très forte, et une caste d'officiers issus de la noblesse dans l'Ancien Régime, assez prégnante, avec les jeunes officiers qui ont servi sous ses ordres, c'est-à-dire l'armée d'Italie puis l'armée d'Égypte, qui ont une réputation beaucoup plus républicaine, avec des figures même associées au néo-jacobinisme au moment du consulat, ou là, en l'occurrence, au début de l'Empire. Et donc, on va avoir une nouvelle forme d'amalgame, mais qui est une amalgame en partie de représentation politique des différents officiers. Deuxième point, très rapide, c'est évidemment la façon dont on théâtralise cette nouvelle méritocratie, avec évidemment l'idée que désormais, on ne peut plus avoir des associations, des ascensions fulgurantes. Alors il y aura toujours des progressions dans le corps des officiers de la Grande Armée, mais beaucoup moins rapides que les transformations, ne serait-ce parce qu'il n'y a plus d'élection des officiers, qu'au temps du début de la Révolution. Et là, avec la Légion étrangère, je vais y venir à la Légion étrangère, mais pas tout de suite, la Légion d'honneur, pardon. Avec la Légion d'honneur, on est dans l'armée vitrine, mais dans l'armée qui sert aussi à passer cette réflexion vers la société civile. 59% des décorés de la Légion d'honneur sous Napoléon sont des militaires, en l'occurrence des officiers. Mais c'est aussi pour dire aux autres élites, et on va les associer progressivement à cette distribution de Légion d'honneur, aux autres élites, voyez, vous avez aussi accès à la récompense pour votre travail méritocratique. Ça va être les élites scientifiques, un Monge par exemple, ça va être les élites artistiques, un David, un Vivant de nom, bon, les élites entrepreneuriales, un Oberkampf. Mais on le fait à travers une cérémonie qui fondamentalement est pensée au départ autour de l'armée. Et donc on a là bien un élément de vitrine. Dernier point très rapide, comment cette armée va diffuser les valeurs de 1789. Alors, je vais au plus court, parce que j'imagine que vos estomacs grondent, et heureusement, a priori, il n'y a pas de tomates qui ont été distribuées avant. Cette méritocratie, elle va être diffusée, les valeurs administratives, etc., vont être diffusées vers le reste de l'Europe. L'un des outils sur lequel je voudrais prendre exemple pour montrer le rôle des armées, c'est la dimension maçonnique. Quand vous savez que les officiers, à cette époque-là, sont très largement initiés à la maçonnerie. Quand ils arrivent dans une ville de garnison, ou quand ils arrivent dans une ville tout court, à l'étranger, se créent des loges civiles dites militaires, qui sont au sein du régiment, mais qui très souvent accueillent les maçons de la ville, et donc notamment les élites urbaines de ces villes. Et ces espaces de la maçonnerie militaire sont quoi ? Sont des espaces de discussion, à la fois sur les valeurs de la maçonnerie, qui sont assez proches des nouvelles valeurs des Lumières et du coup de la Révolution française. C'est un espace dans lequel ces militaires créent des liens personnels, mais aussi parlent de ce que doivent être les nouvelles normes administratives, juridiques, etc., à installer dans les pays. Et ces maçons
militaires ou ces maçons civils, locaux, vont très souvent être ceux qui vont être utilisés par l'administration d'un Murat à Naples, d'un Jérôme en Westphalie, etc., pour diffuser ces valeurs de la Révolution sous leur version administrative. C'est les fameux transferts culturels, transferts administratifs, qui ont été travaillés notamment par les historiens beaucoup plus anglo-saxons que français ces dernières années. Dernier élément pour ne pas déborder, l'augmentation très forte du besoin en hommes de Napoléon a fait que, très vite, en réalité, la question des régiments étrangers qui avaient été dissous par la Révolution devient un peu problématique. Et dans un premier temps, un peu par la fenêtre, je serais tenté de dire, on les fait re-rentrer en créant des légions étrangères, notamment des corps de Polonais, mais pas dans l'armée française, dans les armées des républiques sœurs du Directoire, et notamment on recrée des légions polonaises en Italie. Alors, elles accompagnent les armées françaises, mais ne sont pas intégrées aux armées françaises. Et puis, sous Napoléon, la réalité est ce qu'elle est. On va évidemment faire de la Grande Armée un creuset multinational, et puis plus on avance dans l'Empire, plus ce creuset est justement multinational, avec, du coup, toute une série de gens qui sont confrontés à ces valeurs portées par l'armée napoléonienne, qui n'étaient pas forcément des gens qui adhéraient au modèle, et qui ont été soit relevés comme conscrits d'un département rhénan, soit d'un contingent allié autrichien ou prussien, etc. Et ils vont se construire finalement une forme d'identité hybride. Ils sont étrangers pour une partie d'entre eux, mais ils intègrent ces valeurs de 1789 en partie dans les régiments. Et les Polonais, on les présente, vous savez, habituellement comme des soutiens indéfectibles de Napoléon. La réalité est un peu différente. Ils adhèrent au discours de la Grande Armée, et notamment au discours sur la nation. Je vous rappelle qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de reconstruire leur propre nation, la Pologne. Et en fait, c'est bien une adhésion au modèle de la Grande Armée, plus qu'une adhésion à la personne de Napoléon. Et on le verra d'ailleurs à travers une série de questionnements à la fin de l'Empire chez ces Polonais. Et donc, il me semble que cette période de la Grande Armée est à nouveau une période où se repose cette question de qu'est-ce que c'est que la communauté nationale ? Et est-ce que finalement l'adhésion aux valeurs de 1789 n'est pas un élément qui constitue la communauté nationale ? Et puis vous aurez, je peux anticiper sur les communications de cet après-midi, vous aurez le jalon suivant qui sera celui de la Légion étrangère au début de la monarchie de Juillet, mais qui est l'héritier direct en fait de cette réflexion sous Bonaparte. Alors pour conclure, j'aurais pu évidemment revenir sur les éléments de mythification, de réflexion conceptuelle que j'ai évoqués. Je voudrais revenir, c'est un petit dada personnel, vous me le pardonnerez, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro, sur le temps court qui suit les lendemains de l'Empire. Ces lendemains de l'Empire, c'est la démobilisation de tous ces soldats, c'est le retour à la société civile. Et donc c'est finalement aussi un moment où l'armée, par le biais de ses vétérans, réintègre dans le débat au sein de la communauté civile la question des valeurs qu'ils ont portées sur tous les champs de bataille en Europe. Alors, évidemment, vous avez plein de gens qui sont allés dans les armées napoléoniennes pour tout un tas de raisons. Vous en avez un certain nombre, qui sont mes petits personnages préférés, qui vont continuer à porter ces valeurs au lendemain de 1815 et qui vont participer à des révolutions. Et en ce sens, ils ont totalement intégré ce qui est leur nouvelle nature, c'est d'être des soldats citoyens, mais aussi des citoyens soldats, c'est-à-dire pour eux, la citoyenneté, ça passe éventuellement par les armes pour imposer ses idées, et ils vont le faire un petit peu partout en Europe, comme celui-ci, et je lui laisserai la primeur de l'ultime conclusion, avec cette phrase extraite de ses mémoires. Ma tâche, celle que j'ai choisie, c'est le triomphe de la liberté, luttant contre les forces de ceux qui l'oppriment. Ma tâche est toute d'action, elle est toute militaire, mais elle est bien inscrite dans la refondation de ce qu'est la place de l'armée dans la nation, telle que c'est pensé en 1789. Je vous remercie.
Merci beaucoup, chers collègues, de ce brillant exposé qui donne de la profondeur, je pense, à tout ce qui a été dit précédemment et qui nous rappelle aussi que des questions que nous nous posons aujourd'hui ont été posées par d'autres avant nous, des réponses ont été proposées et que peut-être il est bon de s'en rappeler et peut-être de s'en inspirer, hein, puisqu'on a toujours l'impression de redécouvrir les choses. Voilà.